Il aura fallu Justine Triet pour détrôner Barbie du box-office. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du film Anatomie d'une chute de Justine Triet. Il est sorti le 23 août 2023 au cinéma. Je suis super en retard pour la critique, je suis désolé. Le film a reçu la Palme d'Or 2023 au Festival de Cannes. Alors, ça veut pas du tout dire que le film est bon et qu'il rencontrera du succès dans les salles, mais c'est la récompense ultime du festival. Et cette récompense, elle a aussi pas mal fait parler d'elle, parce que dans son discours, la réalisatrice Justine Triet a pas mal critiqué le gouvernement, sa façon de gérer la culture et aussi la réforme des retraites. Maintenant, on peut mettre de côté toutes ces polémiques parce que le film ne traite pas du tout de ça. Il raconte l'histoire d'une famille, de Sandra, Samuel et de leur fils Daniel qui a 10-11 ans et qui est malvoyant. Tous les trois vivent dans un chalet reculé au fin fond de la montagne. Samuel est prof et Sandra elle est écrivaine. Et un beau jour, Samuel est retrouvé mort devant le chalet. Il serait tombé du dernier étage, mais la mort paraît un petit peu suspecte. Donc sa femme Sandra est très vite soupçonnée puis inculpée. Et le film retrace le procès pendant lequel les circonstances de l'accident vont être analysées et c'est surtout la vie du couple qui va être disséquée, autopsiée pour faire apparaître la vérité. Alors j'ai vraiment trouvé que le film partait mal. On suit une écrivaine, un prof, ils vivent dans un chalet qui est reculé en montagne avec un fils handicapé. Mais c'est tellement cliché, on se croirait limite dans une parodie du Palmacho sur les films français. Quel dommage d'avoir affaire à des personnages de films qui peuvent exister que dans des films français qui plus est, et pas avoir choisi des personnages un peu plus vrais. Alors je comprends bien, le chalet, la montagne, ça donne une ambiance au film et c'est sympa à filmer, plus qu'un HLM c'est clair, mais on gagne en paillettes et on perd un petit peu en réalisme. Mais heureusement la déception elle dure pas, parce que le film, il en a sous la pédale, hein. Très vite on est embarqué dans son histoire, on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé, comment est mort Samuel, et surtout, on suit avec beaucoup de fascination ce procès, parce qu'il permet de nous poser tout plein de questions sur les relations amoureuses, sur la nature humaine et puis sur la société aussi. C'est assez impressionnant de voir au travers de cette histoire tout ce qu'on arrive à nous montrer. Il y a plein de petits éléments qui nous titillent, qui nous font réfléchir. Par exemple, le procès et l'enquête, mais ils sont d'une violence inouïe. On fait vivre à Daniel, qui a seulement 11 ans, la reconstitution des faits. Donc on lui fait littéralement revivre la mort de son père. Mais je comprends même pas que ça soit autorisé, mais c'est tellement traumatisant. Et la violence avec laquelle on lui parle aussi, c'est glaçant. Vu que c'est un procès, le film nous questionne aussi sur la vérité, et c'est toujours perturbant de voir les deux camps, celui de l'accusation et de la défense, qui cherche pas du tout à faire éclater la vérité, mais juste à gagner en fait. Et à plusieurs reprises, on a l'avocat de Sandra qui va lui dire « finalement la vérité, on s'en fout. Nous, il nous faut une défense qui soit crédible. On n'a pas besoin qu'elle soit vraie, on a besoin qu'elle fasse vrai. » I did not kill him. That's not the point. Et puis, pendant le procès, il n'y a pas vraiment de preuves matérielles qui pourraient permettre de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, pour juger de la culpabilité de Sandra, les juges et les jurés, ils s'appuient uniquement sur leur ressenti, sur leur intuition, mais sur rien de très tangible du coup. On a vraiment l'impression qu'ils jouent au dé avec la vie de la famille. Et donc, davantage que faire éclore la vérité, le procès c'est plus une joute oratoire. Le gagnant ce sera pas celui qui aura aligné les meilleures preuves, mais celui qui aura joué sur la bonne émotion au bon moment. Et c'est assez perturbant de voir à quel point on peut être facilement manipulé par la façon dont est présentée l'information. En plus, le procès est public, et c'est malaisant de voir tous ces inconnus qui sont fascinés par la mise à nu du couple. Ça nous renvoie en plus directement à nous, spectateurs, qui sommes exactement en train de faire la même chose. On a aussi une petite réflexion sur le rôle des médias, et on a aussi pas mal de choses sur les préjugés. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de preuves tangibles, les deux camps ils essayent surtout de jouer sur les stéréotypes, sur les idées un peu préconçues qu'on peut avoir. Par exemple, pendant le procès, il est insinué qu'une personne, si elle a été infidèle, on peut pas faire confiance à sa parole, c'est logique, c'est forcément une personne qui est dénuée de cœur. La thématique du handicap, elle est aussi abordée grâce au personnage de Daniel, l'enfant malvoyant du couple, et ce personnage, il va aussi nous permettre de ressentir le désenchantement que peuvent ressentir les enfants à l'égard de leurs parents. Ses parents, c'était tout pour lui, et de manière ultra brutale, il va se rendre compte que c'était des gens comme les autres, avec des défauts, des travers et une grosse part d'ombre. Et bien sûr, le centre du film, alors, qui est au centre, mais qui n'est pas aussi central que ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est pas clair du tout, mais débrouillez-vous, c'est l'analyse du couple et des relations amoureuses. Le couple a vécu un trauma avec le handicap de son fils, et c'est fascinant de voir à quel point ils essaient de se reconstruire, et à quel point ça marche pas en fait. Et comme le dit parfaitement le personnage de Sandra, And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we fight against each other. That happens. et c'est assez intense à voir comment deux personnages peuvent s'aimer et pour autant se détruire comme ça. Un couple, c'est des rapports de force. Et donc si on fait pas un pas de côté pour comprendre comment l'autre traverse les choses et comment il les perçoit, et forcément la relation elle devient toxique. Et leur relation, elle est extrême, mais elle est illustrée de façon très réaliste. On peut très facilement se retrouver dans ce qu'ils vivent, dans une certaine mesure bien sûr. Donc vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, et tout ça, tout ce que j'ai mentionné, c'est extrêmement subtil. Rien n'est trop appuyé, rien n'est trop lourdingue,
on a juste une petite phrase par-ci, par-là, une petite scène. Et donc ce film arrive forcément à faire écho à chacun de nous à un moment donné, sans pour autant trop appuyer les choses. Et moi, ce dont je vous ai parlé, ce qui m'a marqué dans le film, ça sera sûrement pas ce qui vous marquera vous. Et pour couronner le tout, ça joue super bien, tous les comédiens sont impeccables. Mention spéciale à Milo Machado-Grané qui joue le fils du couple, Daniel qui est malvoyant. Il arrive mais tellement bien à exprimer la douleur et la colère sur son visage. Il est super expressif, c'est impressionnant. Donc, Anatomie d'une chute, malgré un début un peu cliché, c'est un super film. Je vous le recommande, c'est un des grands films de 2023, je pense qu'il faut le voir. Son vrai défaut, je pense, c'est peut-être sa durée. 2h30, il faut quand même les encaisser. En plus, le film a un rythme assez lent. Alors, c'est voulu bien sûr, c'est pour donner du poids aux choses, du réalisme. Et ça marche, ça permet au film de faire vrai, de faire un peu moins fiction. Mais ça le rend quand même pas super accessible. D'autant que c'est un semi-huis clos, on a 2 décors, le chalet et le tribunal. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont un petit peu décrocher. Le film est pas du tout ennuyant, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Au contraire, il a un sujet qui est fascinant, mais il faut quand même un peu de courage pour se plonger dedans. Et de mon côté, ce qui m'a le plus fasciné dans le film, c'est sa fin. Enfin, c'est même pas la fin du film. C'est plus tard quand tu repenses au film et tu te dis mais oui putain je comprends, mais oui c'est logique. Mais pour parler de tout ça, il va falloir que je spoil, donc je vais passer en section spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Et pour tous les autres, spoiler! À la fin du film, l'issue du procès est toujours incertaine, et Daniel, le fils du couple, demande à témoigner une dernière fois. Alors, je vous la fais courte, c'est un peu plus compliqué que ça dans le film, mais grosso modo, il raconte un dialogue qu'il a eu avec son père, et son père lui disait que Snoop c'est le chien de la famille, donc Snoop c'était un super chien, mais peut-être un jour, Snoop il en aurait marre de s'occuper de tout et de tout le monde, d'être là, d'être le bon gentil, et donc peut-être qu'il allait mourir ou partir, et donc il fallait que Daniel se prépare. Quand il parlait du chien, il parlait bien sûr de lui-même, et ce témoignage permettra d'acquitter Sandra et de valider l'hypothèse du suicide. Alors cette fin, elle m'a un peu fait penser à la fin du film Le Patient de Christophe Charrier sur Netflix, parce qu'elle est à la fois complètement attendue, le twist n'est pas surprenant du tout, c'est la conclusion à laquelle on s'attendait, mais pour autant, une fois qu'on l'a, tout fait sens, le puzzle il est parfait, il n'y a pas d'incohérence, et c'est ça qui est totalement génial. Ok, donc à la fin c'est un suicide, fin de l'histoire, mais il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est que Sandra, sa femme, elle a toujours refusé la théorie du suicide. Pour elle, c'était totalement inconcevable qu'il se suicide. D'ailleurs, il avait déjà fait une tentative de suicide un petit peu avant, et elle l'avait pas capté, tellement c'est déconnecté de son schéma mental à elle. Le fait de faire réagir Sandra comme ça, c'était une super idée. Déjà, ça permet d'entretenir le suspense. Vu que Sandra, elle refuse spontanément l'hypothèse du suicide, et nous, on fait un peu pareil. On cherche du coup d'autres hypothèses, d'autres solutions pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, surtout, on tient là en fait tout le cœur du film et tout le cœur du problème. Sandra, elle est rationnelle, elle est pragmatique. Tandis que son conjoint, lui, il est beaucoup plus dans l'émotion, il est affecté émotionnellement par les événements. Et à aucun moment, l'un ou l'autre a réussi à se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre comment il fonctionne, comment il ressent les choses. Et donc, Sandra, elle a été littéralement incapable de percevoir la souffrance de son mari et donc de prévoir son suicide. Jusqu'à la fin, elle rejette cette hypothèse, parce que pour elle, c'est inconcevable. Et c'est précisément ce pourquoi il s'est suicidé. Et voilà, je m'arrête là pour Anatomie d'une chute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!